Je vous l'annonçais, il est déjà dans notre studio, honorable docteur Ousmane Kaba, député à l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est pas la première fois d'ailleurs, depuis l'autre côté, on était toujours ensemble. Tout à fait. Nous avons souvent entendu, vous êtes, si vous n'êtes pas vous êtes l'un des meilleurs économistes de notre pays. Mais nous allons aborder ce domaine tout de suite pour voir quelles sont les perspectives économiques qui doivent être les priorités en Guinée pour qu'on puisse sortir de ce marasme qui ne dit pas son nom. Mais d'entrée de jeu, vous étiez le président d'un parti plus. À l'occasion des élections, des premières élections dites démocratiquement organisées dans notre pays, vous êtes allié au professeur Alpha Condé dans le RPG Arc-en-Ciel. Et après, je crois que vous étiez dans un groupe parlementaire de la mouvance. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes le président du PADES, un autre parti que vous avez créé. Quelles sont les raisons de votre séparation avec la mouvance? Bon, c'est une question qu'on me pose toujours. Très souvent, oui. Oui, parce que d'abord, moi, j'avais le Parti Plus. Et en 2010, entre les deux tours, nous avons tous appuyé le professeur Alpha Condé. Et d'ailleurs, j'ai eu l'initiative de l'Alliance Arc-en-Ciel et j'ai regroupé tout le monde autour du professeur pour qu'on puisse avoir le pouvoir et gérer ensemble le pays. Mais ça ne s'est pas passé de cette façon. Et en 2012, oui. Après que l'Alliance Arc-en-Ciel ait réussi à aider le professeur, M. Makanera a pris l'initiative qu'il faut créer un grand parti politique pour stabiliser le régime. Vous savez, on ne fait pas des partis pour les partis, c'est pour un objectif. L'objectif, c'est d'aider à développer le pays. Ce n'est pas toujours pour des ambitions personnelles. Moi, j'y ai cru, j'ai accepté de diluer mon parti, de fusionner avec 34 autres partis. Et nous avons formé le RPG Arc-en-Ciel. L'une des clauses de ce RPG Arc-en-Ciel nouveau, c'était de reprendre l'élection de toutes les structures à la base, de mettre les hommes et les femmes de tous les partis qui avaient fusionné. Mais on a été trompé. Lorsque le RPG Arc-en-Ciel a été mis en place, uniquement les anciennes structures de l'ancien RPG sont restées. Okay. Voilà ce qui s'est passé. Donc nous sommes restés, on s'est fait avoir, disons, beaucoup plus simplement. Et voilà ce qui s'est passé. Oui, mais justement, docteur, vous n'êtes pas sans savoir que... Vous savez qu'à un moment donné, j'ai été expulsé de ce RPG Arc-en-Ciel, non pas par la base des militants du RPG, mais par une clique de gars zélés, parce que je n'étais pas d'accord avec le président de la République sur un certain nombre de choses. Pour simplifier, disons qu'on avait 3 divergences. La première divergence portait sur l'éducation, le traitement qu'on fait aux universités privées et le fait que l'éducation n'est pas une priorité en Guinée. Il faut savoir que c'est seulement 13% du budget national qui est alloué à l'éducation dans son ensemble, du primaire jusqu'au supérieur, y compris la formation professionnelle, c'est 13% du budget. Dans les autres pays comparables à la Guinée autour de nous, c'est 40%. 3 fois moins. Donc la Guinée, c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest où on dépense le moins pour l'éducation de ses enfants. Or, vous savez très bien que le capital humain est l'élément le plus important de tout développement économique et social. Justement, docteur. Ça, c'était le premier point d'achoppement. Okay. Deuxième point d'achoppement, c'était à propos de la politique énergétique. En tant qu'économiste, nous avons toujours préconisé d'avoir des micro-barrages à l'intérieur du pays. Mais ce gouvernement a dépensé beaucoup plus d'argent, non pas dans les barrages, mais dans l'achat des groupes électrogènes. Au total, on a dépensé plus d'1 milliard. Mais ça, c'est sûr. Donc, à part Caleta, qui était un bon projet, mais tout le reste, ce sont des groupes électrogènes, alors qu'on n'a même pas de moyens pour acheter le carburant. Ça, c'était le deuxième point de désaccord. Troisième point de désaccord, lorsque le chef de l'État s'en est pris à une ethnie, j'ai dit que non, c'est pour envoyer le pays dans le chaos et la guerre civile. Donc, je me suis opposé. Et il y en a qui ont trouvé que ce n'était pas normal, alors les gens se sont réunis au siège du RPG et quelques zélés, ils ont décidé de m'expulser du parti que j'ai moi-même créé, avec d'autres bien sûr. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà. On a abandonné le Parti Plus pour des raisons de patriotisme, parce qu'on croyait en l'homme. On est venu dans le nouveau parti et nous avons été expulsés
du RPG Arc-en-Ciel. C'est pour cela, et pas seulement pour cela, que nous avons créé le PADES. Mais l'objectif du PADES, ce n'est pas de régler ces contentieux du passé. Parce que, rappelez-vous, on ne peut pas changer ce qui est passé. Ce que nous pouvons faire, c'est de changer l'avenir. Moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier ou de haineux. Donc, mais je me suis dit que c'est inacceptable d'avoir un pays aussi pauvre que la Guinée, alors que nous avons tellement d'atouts. Donc, pour promouvoir le développement économique et social de ce pays, pour donner de l'emploi à des milliers de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons décidé de créer avec d'autres le PADES. Voilà, justement, avant qu'on ne continue, vous pouvez vous débarrasser de votre casque parce qu'il y a trop d'arsène lorsque les auditeurs vont commencer. Mais docteur, ça c'est le troisième point. Tout de suite, vous avez noté par rapport à l'attitude que le chef de l'État a eue à l'égard d'une communauté. Ça c'est le point qui a fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez regretté le fait que vous avez été expulsé? Parce qu'à un moment donné, c'est ce que nous a fait comprendre. Vous étiez allé voir le chef de l'État pour présenter des excuses. Est-ce que vous avez regretté? Non, d'abord, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est les sages du Mandingue qui ont voulu faire la médiation, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes en Afrique. Lorsqu'il y a des désaccords entre un petit frère et un grand frère, il y a toujours des gens qui interviennent. Ça, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas eu d'excuses, contrairement à ce que les gens racontent. Les vieux du Mandingue sont venus dire il faut vous réconcilier avec votre jeune frère. Et on n'a même pas voulu trop discuter de ce qui s'est passé parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. Ce n'est pas une question personnelle, encore une fois. Je pense que les Guinéens doivent apprendre qu'il y a les questions de politique économique et il y a les questions de personnes. Moi, je n'ai pas de problème de personne avec le professeur Alpha Condé qui, quand même, demeure mon grand frère et aussi le chef de l'État. Non, ce n'est pas là la question. Ce qui m'importe, moi, comment faire que ce pays puisse s'en sortir économiquement. Justement, cela m'amène à vous poser cette question. Misérable. Docteur Ousmane, Docteur Kaba, le problème aujourd'hui, je vais vous poser la question, avant qu'on ne cherche à savoir comment sortir de cette crise. Pourquoi la Guinée est à ce niveau jusque maintenant? Vous avez duré dans le système de notre pays. Pourquoi on est à ce niveau jusque maintenant? Le Guinéen souffre pendant qu'on dit à chaque fois que nous avons des moyens, des ressources, et même aujourd'hui nous avons des ressources humaines. Vous êtes une illustration. Mais pourquoi on est encore à ce niveau? Il y a deux questions. Vous avez dit j'ai duré dans le système. Je pense qu'il faut le clarifier. Moi, depuis 20 ans, je dis bien depuis 20 ans, je n'ai rien géré en Guinée. Je veux juste dire, vous avez été dans des gouvernements. En 97, j'ai été ministre des Finances pour 7 mois. Et justement, on m'a expulsé parce qu'on me trouvait trop rigoureux. Et depuis lors, je n'ai plus jamais rien géré en Guinée. En fait, pendant 15 ans, j'étais dans le privé. J'ai fondé l'université Kofi Annan, professeur, etc. Je n'ai fait que ça. C'est seulement après 2010 que je me suis associé au pouvoir politique, mais comme conseiller à la présidence. Et comme je n'étais pas satisfait, j'ai quitté la présidence pour venir comme député à l'Assemblée nationale. Donc je ne gère rien, moi. Oui, justement, quand je parle du système, ce n'est pas la gestion, c'est votre observation. Attendez, ça c'est la première partie. Maintenant, vous avez posé une question de fond. Pourquoi la Guinée est si pauvre après 60 ans d'indépendance? Justement. En très peu de mots, je vais vous dire ceci. 1. La Guinée, pendant l'indépendance, a beaucoup souffert. Parce que vous le savez, il ne faut pas l'oublier, nous avons pris un départ très difficile. La manière dont notre indépendance s'est passée, la Guinée a été sanctionnée par la puissance colonisatrice. Donc, le premier régime, malheureusement ne supportant pas cette pression, s'est réfugié dans le communisme. Ce qui n'était pas sa vocation première. Tout le monde sait que le communisme ne marche nulle part, ni en Guinée, ni ailleurs. Donc, on a duré près de 26 ans dans ce premier régime. Mais c'était un régime de protection. Oui, c'était une protection, mais en compte, bien sûr que nous avons eu l'indépendance. Il faut saluer les efforts d'indépendance de toute une génération. Ça, c'est une très bonne chose. Mais économiquement, on est allé vraiment droit au mur. Ça, c'est une première raison. Et ensuite, nous avons eu un régime militaire qui a envoyé, bien sûr, le libéralisme, mais avec énormément de laxisme. Donc, et maintenant, nous sommes dans un régime dit démocratique, où les règles économiques du libéralisme ne sont pas du tout respectées, où le secteur privé est reprimé. Donc,
Au total, pour simplifier, je dirais 1, conditions d'indépendance difficiles. 2, mauvaise gouvernance pendant très très longtemps. Mauvaise gouvernance économique pendant très très longtemps. Voilà. Oui, la mauvaise gouvernance... C'est pour ça qu'on est dans cet justement, état. Mais à qui la faute réellement? Aux dirigeants. Ceux qui ont toujours décidé. C'est ça. Et en Guinée, là, j'en profite pour dire vraiment, ce qui se passe très souvent en Guinée, c'est qu'on rend tout le monde responsable. Ce qui est faux. Justement, à chaque fois, on dit que tous les Guinéens sont responsables. Non, c'est pas vrai. C'est pour diluer la responsabilité de ceux qui décidaient. Quels sont ceux qui décidaient? C'est les dirigeants. Donc, quand un pays ne marche pas, c'est la faute des dirigeants. Mais souvent, l'Africain n'a pas le courage d'attaquer les dirigeants. Alors, on dit que tous les Guinéens sont coupables. Ça, c'est la meilleure façon de ne jamais résoudre un problème. D'abord parce que c'est faux. Je ne vois pas pourquoi un jeune qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui n'a jamais dirigé quoi que ce soit, en quoi il est coupable. Moi, je ne vois pas. Or, c'est ça la majorité du oui, mais, docteur, ce sont les adultes qui détenaient le pouvoir, justement, qui ont détenu le pouvoir jusque-là. Et qui détiennent encore. Ce sont eux qui sont responsables. Et ont le courage de mais le dire. Ces dirigeants viennent toujours du peuple. Hein. Justement, quand on continue à dire les dirigeants, mais vous êtes un économiste. Le problème de la Guinée, on a beaucoup de problèmes économiques dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse sortir en tant que président d'un parti qui aspire à la magistrature suprême? Disons qu'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et changer un pays. Première chose. Un parti politique, c'est pas seulement de la critique, mais c'est un espace de proposition. Justement. Et nous avons proposé des solutions dans notre programme de société, solutions que je vais énumérer très rapidement. Premièrement, pour sortir ce pays de sa léthargie économique, il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. 1, il faut faire d'abord les infrastructures. Dans un pays, le terme infrastructure signifie ce qui soutient l'activité économique. Il n'est pas possible de faire le développement économique dans un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où le système éducatif n'est pas performant, où le système de santé est défaillant. Donc c'est tout ça qu'on appelle les infrastructures, autrement les biens publics. L'État doit les mettre en œuvre. L'État doit les produire, ces biens publics. L'État doit financer les infrastructures. Alors là, il y a juste un petit problème sur lequel on reviendra. L'État guinéen actuellement est incapable de mobiliser les ressources extérieures pour financer ces infrastructures. Premier point. Deuxième point. Oui, mais avant de continuer, je veux pour nos auditeurs qui comprennent comment vous allez faire. Oui, justement. Parce que c'est très facile, les autres disent la même chose. Mobiliser les ressources extérieures pour financer. Comment vous allez procéder? Non, mais attendez. Parce qu'il faut qu'on comprenne notre problème, il faut que l'auditeur comprenne. Ah, moi, c'est pour donc, vous. C'est mon souci, oui. Vous m'avez dit, moi je suis un enseignant. Donc je sais très bien ce que les gens peuvent comprendre et ne pas comprendre. Allez-y. Si on va dans tous les sens, personne ne comprendra rien. Vous m'avez dit, c'est un parti politique, faites des propositions pour sortir de la Guinée. Oui. Je vous énumère quelques points et ensuite nous viendrons au détail des points. Allez-y. Voilà comment ça se passe. Premièrement, il faut faire les infrastructures dans un pays comme la Guinée. C'est indispensable. Deuxièmement, il faut essayer de se battre pour que les secteurs porteurs de croissance puissent se développer. Les grands secteurs porteurs de croissance, c'est quoi? C'est d'abord l'agriculture qui absorbe 70% de la population. C'est le secteur minier qui doit dégager un surplus pour financer les autres secteurs. C'est le secteur de l'habitat, c'est le secteur industriel, etc. C'est l'énergie. Tout ça, ce sont les grands secteurs porteurs. Donc, il faut mettre des politiques sectorielles très claires dans tous ces secteurs. Voilà un des éléments. Troisièmement, il faut encourager le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui donne des emplois à nos milliers de jeunes. Ça, c'est très, très important. Parce qu'actuellement, ce gouvernement est en train de lutter à fond contre le secteur privé. Je ne vois pas comment il peut résoudre le problème de chômage. Tous les jeunes qui finiront ne pourront pas travailler. Ce n'est pas seulement un problème de formation. C'est qu'il n'y a pas d'entreprise en face pour embaucher les jeunes. Aussi simple que ça. Donc, il y a un ensemble de points. Mais évidemment, ce n'est pas le seul. Il y a le secteur de la culture, il y a le secteur de l'habitat, il y a le secteur de l'artisanat, etc., le transport. Voilà. Maintenant, si on vient au premier point qui a été soulevé, les infrastructures, il faut savoir, pour les auditeurs, que 1 kilomètre de route goudronnée, c'est à peu près 1 million d'euros, pour simplifier. Donc, c'est beaucoup d'argent. D'accord?
Et il faut savoir que le budget de la Guinée, ce que l'État a comme ressources, c'est 15 000 milliards de francs guinéens. Autrement dit, 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. 1 milliard, c'est pour le fonctionnement. 500 millions d'euros, c'est pour l'investissement. Mais quand on dit investissement, c'est tous les secteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement guinéen décide lui-même de financer les routes, il ne peut pas financer plus de 250 km par an. Ça, c'est vraiment un maximum. Voilà. Donc, notre budget n'est pas capable de financer les routes parce qu'en même temps, il faut financer les écoles, en même temps, il faut financer les centres de santé, en même temps, il faut financer l'électricité, il faut financer l'eau. Tout ceci dans une enveloppe de 500 millions d'euros. Ce n'est pas grand-chose. Donc, la Guinée ne peut pas financer les infrastructures avec son argent propre. Mais ce n'est pas la Guinée uniquement. Le Mali aussi, même la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Aucun des pays africains ne peut financer les infrastructures avec son propre budget. Première chose. Ce qui nous amène à dire que pour financer le budget, il faut prendre l'argent de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle mobiliser le financement extérieur. Maintenant, question, pourquoi les Guinéens n'arrivent pas à mobiliser autant d'argent que les Ivoiriens ou les Sénégalais pour faire leurs routes, leurs hôpitaux, etc. Voilà comment ça se passe. Pourquoi? Parce que simplement, pour faire cela, il y a des règles que j'appelle les règles du jeu. Par exemple, si vous voulez faire une route, vous commencez d'abord par faire l'étude de faisabilité de la route, économique et financière. Ça dit deux choses. Voilà techniquement comment on va faire la route. Deuxièmement, voilà à peu près ce que la route va coûter. C'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité technique et financière. Ça, c'est la Guinée qui doit le faire. Voilà. Et c'est ce qu'on ne fait pas d'abord. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça nous envoie à la deuxième règle du jeu. Il faut faire des appels d'offres transparents pour donner au moins 10 ans et qu'ils soient capables de le faire. Donc, il faut chercher les entreprises, mais d'une manière transparente. Ce que nous ne faisons pas aussi. Et troisièmement, quand le travail est fait, il faut contrôler la qualité du travail. Donc, voilà les trois règles que l'État guinéen viole. Premièrement, on ne fait pas d'études de faisabilité de nos projets. Donc, on est incapable de mobiliser les ressources financières à l'extérieur. Il faut le noter. Deuxièmement, on ne fait pas d'appel d'offres transparent. On s'assoit, on dit, bon, monsieur Intel, faites-moi telle route. Vous faites cette route selon ses propres affinités. Et troisièmement, quand c'est fait, il n'y a aucun élément, il n'y a aucun cabinet de contrôle qui vient vérifier la qualité des routes. C'est pourquoi les routes guinéennes que nous faisons, que nous finançons nous-mêmes, chaque 6 mois, il faut refaire la route parce qu'elle est mal faite. Oui, alors tout ça, vous me direz pourquoi? C'est la corruption. C'est la corruption. C'est aussi simple que ça. D'abord, s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de prix indicatif. Ça me permet de doubler le prix. Première chose. D'accord? Deuxièmement, il n'y a pas d'appel d'offres, je donne à qui je veux. Ça me permet d'augmenter les prix arbitrairement, de doubler les prix. Voilà. Et on se partage l'argent. Troisièmement, il n'y a pas de contrôle. L'entrepreneur, il fait ce qu'il veut. La route se gâte encore dans 6 mois, 7 mois, mais entre-temps, on s'est partagé les prébandes. Voilà ce que fait l'administration guinéenne. Justement, voilà ceux qui financent, est-ce qu'ils n'ont pas un moyen de contrôle? Voilà, justement. Si tout le monde parle, l'auditeur ne comprendra rien. Non, je veux que les auditeurs comprennent. Oui. Il y a de la corruption. Ça c'est clair, on a parlé de ça. L'administration est corrompue. Oui. Mais les bailleurs de fonds le savent. Voilà. Pourquoi ils vont donner leur argent alors que ces règles ne sont pas respectées? Ils ne vont pas donner. Et c'est pour cela qu'on n'a pas d'argent. Vous avez compris? C'est aussi simple que ça. Doit comprendre. Donc, puisqu'on ne respecte pas les règles du jeu... Oui, non, parce que je veux que les gens comprennent. Mais justement, non, je veux que les gens comprennent. Si vous voulez que les gens comprennent... Si vous continuez à dire, les bailleurs ne vont pas financer, mais comment l'État, sachant qu'on ne va pas financer, peut continuer à faire les mêmes systèmes? Si vous voulez que les gens comprennent... Oui, utilisez le micro. Oui, il ne faut pas interrompre à chaque minute, parce que là, personne ne comprend. Je veux que mes auditeurs comprennent. Donc, voilà. Parce que moi-même, je n'arrive pas à saisir certaines choses. Oui, parce que vous n'écoutez pas. Allez-y, moi comme la plupart des gens, vous n'écoutez même pas ce qu'on dit. Très bien. Non, vous n'écoutez pas. Alors je reprends. Allez-y. En 2 mots. Il y a des règles du... Pourquoi les Guinéens n'arrivent pas à mobiliser les ressources extérieures? L'État guinéen n'arrive pas à le faire parce que l'État viole les règles du jeu. Quelles sont ces règles du jeu? 1. Il faut faire l'étude du projet. 2.
il faut faire un appel d'offres transparent. 3, il faut contrôler la réalisation. Question, pourquoi la Guinée connaissance là ne fait pas? Parce que l'administration est corrompue. Voilà. L'administration est corrompue, les gens préfèrent les arrangements. Comme ça, ceux qui décident remplissent leurs poches et c'est la Guinée qui perd. Voilà la raison. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Oui, mais justement, vous avez expliqué, mais laissez qu'on vous pose des questions. Hein. C'est très simple. Maintenant, la question, c'était de savoir, l'État, sachant que, bien sûr, lorsque les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, les institutions ne vont pas financer. Pourquoi, selon vous, cet État peut continuer à le faire, sachant très bien que ça ne sera pas financé? Je vous ai répondu, c'est la corruption. Ou bien vous ne comprenez pas le français. La corruption, ça veut dire que celui qui décide cherche son intérêt personnel, pas l'intérêt du pays. Mais aussi simple que ça. Mais écoutez, maintenant, allez-y le demander, est-ce qu'on fait de la morale ou on est dans la réalité? Non, dans la réalité... Alors, si vous êtes dans la réalité, si vous êtes un fonctionnaire corrompu, vous décidez de gagner vous-même de l'argent et que le pays va perdre. Voilà ce qui se passe. Oui, mais maintenant, malgré tout cela, nous voyons... Il le fait, c'est parce qu'il valorise ses intérêts plus que les intérêts publics. Oui, je veux juste dire que les mêmes choses ne sont pas faites souvent et nous voyons des projets qui sont financés. Mais il y a très peu de projets financés par rapport à la demande du pays. C'est ça que j'essaie de vous dire. Est-ce que toutes les routes guinéennes sont financées comme les autres pays? On a très peu de routes financées par l'extérieur, mon ami. Docteur Ousmane, je vais vous poser une question. Vous êtes un grand économiste. Est-ce que vous avez un seul exemple d'un pays qui s'est développé grâce aux investissements extérieurs? Pratiquement tous les pays se développent grâce à l'apport des capitaux extérieurs. Vraiment? Mais bien sûr, pratiquement. Vraiment? Regardez les pays autour de nous. Même s'ils ne sont pas développés, ils font beaucoup mieux. Je parle du vrai développement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des exemples autour de nous, n'est-ce pas? Et ces pays s'en sortent mieux que nous. Oui, ces pays s'en sortent. Mais au moins que la Guinée s'en sorte autant que ces autres pays. C'est la moindre des choses, vu qu'on a beaucoup d'atouts économiques. Voilà, justement, vous avez parlé, bien sûr, lorsque vous étiez en train d'énumérer, vous avez parlé des secteurs porteurs de croissance par rapport à l'agriculture. Quand nous prenons l'agriculture, vous avez dit que ça absorbe 70% de la population. Qu'est-ce qui est faisable? Ça occupe 70% de la population. Oui, justement, qu'est-ce qui est faisable dans ce domaine aujourd'hui? Alors, très simple. Prenons une chose terre à terre, que tout le monde peut comprendre, d'accord? L'autosuffisance, on dit qu'on veut l'autosuffisance alimentaire, ok? L'autosuffisance alimentaire, pour la Guinée, c'est le riz. Parce que les Guinéens se nourrissent essentiellement de riz. Ça commence par là. C'est la denrée la plus importante pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Lorsqu'on veut développer la filière de riz, et c'est quelque chose que je connais parce que moi je suis agriculteur, j'ai fait beaucoup d'années, j'ai fait du riz, donc ce n'est pas de la théorie. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer quelques sacs d'engrais à l'agriculteur. Il faut étudier l'ensemble de la filière. Ça veut dire qu'il faut commencer à s'intéresser à la semence de bonne qualité et à la semence qui est adaptée à la pédologie, c'est-à-dire l'état du sol. Dans chaque zone, il y a un sol qui a un état, qui a une composition, qui est soumis à une pluviométrie. Donc il faut connaître tous ces éléments-là. Donc quand on a de très bonnes semences, on distribue les semences aux paysans et on les aide d'abord dans la préparation du sol. Quand on parle de préparation du sol, il faut penser aux tracteurs, à la mécanisation, etc. Mais cette mécanisation, ce n'est pas seulement importer des tracteurs. Il faut mettre des écoles pour les entretiens, les mécaniciens qui connaissent les outils agricoles. Ça, c'est très, très important. Il faut des pièces détachées. Il n'y a rien de pire que des machines qui tombent en panne, soit parce qu'on est en train de préparer le sol ou on est en train de faire la récolte. Ça arrive très souvent. Moi, j'ai vécu ça. Donc, il n'y a aucune organisation sur la filière. Et ensuite, il faut transformer, il faut aider le paysan à récolter. Ça, c'est un gros problème. Dès que vous dépassez 15-20 hectares, c'est très difficile de récolter à la main. Il faut des moissonneuses batteuses. Mais la plupart des moissonneuses batteuses tombent simplement en panne. Il n'y a ni pièces détachées, ni mécaniciens qualifiés pour les faire. Donc, il y a toute une organisation agricole à faire. Et ensuite, quand vous avez le riz, c'est le riz paddy. Il faut le changer en riz net pour donner de la valeur. Donc, il faut mettre des usines de transformation de riz paddy en riz net. Et ces usines ne coûtent même pas cher. C'est à peu près 500 à 600 000 $. En Côte d'Ivoire, tout près, on a commandé des dizaines d'usines. Moi, j'ai travaillé sur ce projet quand j'étais à la présidence. Et comme toujours, on commence les projets, on ne les finit jamais. Et on avait décidé à l'époque
de mettre des unités pour la riziculture au moins dans 10 zones de production de riz en Guinée, et puis on a abandonné le projet. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de consistance. Voilà, ça, c'est juste le riz. Mais il n'y a pas que le riz. Oui, justement, vous avez parlé de la mise sur pied des unités, des usines. Oui. C'est un exemple, mais en même temps, vous avez parlé du manque des techniciens qualifiés, en fait, des mécaniciens qualifiés. Ça, c'est un exemple. Mais est-ce que vous voulez dire que... Mécaniciens qualifiés, pas pour les usines, mais pour l'outil. Oui, mais justement, ma question, c'est pour savoir, qu'est-ce que vous faites de la main-d'œuvre qualifiée? Parce que nous avons vraiment besoin de ça en Guinée. Souvent, on se rend compte qu'il y a des travaux qui sont là, il faut faire venir des experts de l'étranger. C'est pour ça que je vous dis que vous n'écoutez pas. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, il faut faire venir les pièces détachées, il faut faire les écoles de formation dans toutes les régions. Voilà. Donc, là, en même ça m'a échappé si vous avez parlé des écoles de formation dans toutes les régions. Que ça vous échappe parce que vous n'écoutez pas. Non, je vous écoute. Vous écoutez très bien. Je dis, quand on fait venir des machines, ça ne suffit pas. Il faut assurer deux choses. La formation des techniciens, et c'est un métier. Et deuxièmement, les pièces de rechange. Il n'y a rien de pire qu'un tracteur qui tombe en panne ou bien une moissonneuse-batteuse qui tombe en panne pendant votre récolte. Moi, je l'ai fait. D'expérience, j'ai fait 130 hectares de riz. Ma moissonneuse-batteuse est tombée en panne. Il fallait courir dans tous les villages à côté et c'était très difficile. D'ailleurs, vous perdez pratiquement votre récolte parce qu'au bout d'une semaine, tout le riz tombe à terre. Et voilà l'expérience que j'ai. Oui, même parce que vous aussi, vous n'avez pas pensé à ça avant. Justement, c'est le problème. Vous n'avez pas pensé à cela avant. Non, c'est pour ça l'expérience, ça sert. Si vous avez déjà fait de l'agriculture, vous savez que ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des belles phrases, c'est une réalité. Moi, je connais cette réalité parce que j'en ai été victime. Donc, il ne s'agit pas d'un problème individuel, c'est une organisation à l'échelle d'un pays. Quand vous êtes agriculteur, vous n'êtes pas capable, quelle que soit votre capacité, d'installer votre propre école, de faire venir les pièces détachées, etc., etc. Il faut une organisation de l'État pour accompagner la filière de production. Voilà comment ça se passe. Docteur, en quoi vous serez différent des autres dirigeants si vous avez le pouvoir en Guinée? En quoi vous serez différent? D'abord, premièrement, on n'est pas en campagne électorale pour la présidence de la République. Je vous pose une question. Mais simplement, nous sommes un nouveau parti. On essaie de faire connaître notre programme, parce que c'est ça qui est important. C'est le programme de développement économique qui est important pour la Guinée. C'est ce que nous estimons, parce que ce pays a trop souffert et qu'on est fatigué de la politique politicienne où chaque matin les gens passent le temps à s'insulter les uns les autres et il n'y a pas de réponse aux préoccupations des Guinéens. Voilà. Donc, alors vous me dites en quoi c'est différent. En quoi vous serez différent? D'abord, nous faisons des propositions. Mais les autres partis le font. L'UFDG fait la même chose que vous. Je les ai reçus ici. Mais je veux savoir en quoi vous serez différent réellement, concrètement. Oui. Attendez. D'abord, en tant que personne, moi j'ai déjà réalisé en Guinée, j'ai fait mes preuves. J'ai investi dans ce pays, j'ai travaillé dans ce pays, j'ai formé des milliers de jeunes dans ce pays. Donc pour moi, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Je parle de l'agriculture, j'ai déjà été agriculteur. Actuellement, j'ai de grandes plantations. Donc moi, je pratique. Les autres sont des fonctionnaires qui viennent vous parler de la théorie. Moi, je suis quelqu'un qui a déjà réalisé. Donc, la différence entre les hommes politiques, c'est la crédibilité. La crédibilité. Et c'est justement l'un des conseils que j'ai toujours donné. On s'est très souvent trompé en Guinée parce qu'on choisit des gens sur des bases d'affinité sans regarder ce que j'appelle leur CV. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait avant de demander la confiance de vos compatriotes? Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Voilà. Si on se pose cette question, je pense que c'est la bonne question. Ça éviterait à la Guinée d'être dans beaucoup d'aventures. Voilà, donc si vous me parlez de différence, je dirais 1, nous mettons l'accent sur l'économie. 2, nous mettons l'accent sur l'unité des Guinéens. Et 3, nous avons de la crédibilité parce que nous avons déjà réalisé pas mal de choses en Guinée. Voilà, nous allons continuer tout de suite. Nous commençons déjà à prendre les auditeurs sur le 628 116 33 14. Puisque quoi de neuf aujourd'hui, spécialement nous recevons, comme je vous l'ai annoncé, honorable Ousmane Kaba. Je vous rappelle qu'il est, oui, honorable docteur, c'est ce que je vois dans ma fiche, Ousmane Kaba, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'économie et président du PADES. C'est pas par décret qu'on devient docteur Génome. Non, mais je le sais. Donc, je vous ai toujours dit ça. Kaba, s'il vous plaît.
Mais justement, hein, c'est aussi par effort que vous êtes devenu député. Hein. Donc, si vous êtes honorable, on ne vous a pas nommé député. C'est votre effort et vous avez concouru pour ça. Hein. Vous avez cherché à convaincre des auditeurs, enfin des électeurs pour que vous soyez... Nous prenons le premier auditeur. Vous pouvez utiliser votre casque. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est en ligne? Allô? Bon, lui n'est pas en ligne. Hein. Voilà, donc les auditeurs peuvent nous prendre sur le 628 76 33 14. Le 628 76 33 14, c'est... Allô, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Amadou Ba, je vous appelle de Bretagne. Pardon? Amadou Ba, je vous appelle de Bretagne. Je vous écoute, Amadou. Je dirais bonjour à Dr Kaba. Bonjour. J'adresse toutes mes félicitations. Parce que franchement, comme il vient de le dire, c'est un combatif. C'est des réalisations qu'il a fait pour la jeunesse et pour le peuple de Guinée. Tout le monde le voit. Et comme dit, parce qu'elle a été ministre de Finances. Mais moi, je sais qu'elle a été d'abord un fonctionnaire international avant de continuer son université. Parce que je vous appelle toutes mes félicitations. Je voudrais lui demander qu'est-ce qui fait qu'il vienne à la politique. Parce qu'il vient me lui manque, ou bien franchement, je ne le comprends pas et qu'il nous explique ça avant de continuer les questions, s'il vous plaît. Merci. Ok. Oui, allez-y, docteur. Ok, monsieur Ba, je crois que c'est une très bonne question. Il se demande avec tout ce qui a été fait, pourquoi moi je viens à la politique. Si la politique c'est pour chercher de l'argent, s'enrichir personnellement, je n'ai aucune raison de venir à la politique. Mais voyez-vous, la question n'est pas là. La question, parfois je réfléchis, je suis un enseignant qui a formé des milliers de jeunes et que ces jeunes n'arrivent pas à trouver du travail en Guinée. Premier défi qui m'a toujours interpellé. Je suis toujours mal à l'aise quand en fin d'année je mets des milliers d'étudiants sur le marché du travail et que ces étudiants n'ont aucune chance. Moi je sais ce qu'il faut puisque je suis un économiste. L'économie c'est quoi? C'est la science de la richesse individuelle et collective. Avec tous les diplômes que nous avons, avec toute la carrière que nous avons, nous sommes incapables de développer notre pays. Alors, on vient à la politique par générosité, pour l'envie d'aider les gens. Parce qu'il y a des milliers de Guinéens qui sont plus riches que moi. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Il y a des milliers de Guinéens qui sont plus intelligents, plus instruits que Dr Kaba. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais pourquoi nous on s'intéresse à la politique? C'est par générosité. Parce que la vie ne se ramène pas à la vie d'un individu. Il faut faire quelque chose pour ton pays. Et nous avons cette qualification. Nous considérons que ce serait un gâchis de ne pas le faire. Et autre chose, c'est que pendant très longtemps, moi j'ai essayé de travailler comme technocrate. J'ai beaucoup servi. Mais je me suis rendu compte à la fin que les conseils que nous donnons comme économistes ne servent à rien parce que les hommes politiques, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Malgré vos conseils, je vous ai donné des cas pratiques. Nous disons en tant qu'économistes qu'il faut faire des micro-barrages dans toute la Guinée. On s'empresse pour acheter des groupes électrogènes. Voilà un exemple. Nous disons en tant qu'économistes que quand on veut faire de la croissance économique, il faut mettre beaucoup d'argent dans l'éducation. Il faut dépenser dans l'éducation parce que l'éducation, c'est le secteur le plus prioritaire dans un pays. En Guinée, les hommes politiques ont décidé de dépenser le moins possible dans l'éducation puisqu'on fait 13% quand les autres font 40%. Donc, au vu de ces échecs, en tant que technicien, en tant que technocrate, vous dites quelque chose, l'homme politique, parce que n'oubliez jamais que c'est l'homme politique qui décide. Ce n'est pas le technocrate, ce n'est pas le professeur d'université, c'est celui qui a le pouvoir qui décide. L'homme politique, il fait autre chose. Et quand vous êtes fatigué, alors vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on insiste avec des conseils, des bonnes décisions économiques, que l'homme politique puisse les écouter, ou si on échoue à le faire, ce qui est notre cas, alors vous vous transformez en homme politique. Pour que, quand vous aurez le pouvoir, vous puissiez faire de la bonne politique économique. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le grand frère Ouattara Alassane, c'est un économiste, il n'avait jamais fait de politique. Mais lui aussi est venu à la politique pour relever le défi. Parce que les hommes politiques n'écoutent pas les conseils des économistes.
Voilà. Ça, c'est... Donc, monsieur Ba, c'est pour cela. Allô, bonjour. Nous avons échoué à faire évoluer le pays en tant que technocrate. Allô, maintenant, bonjour. on va essayer en tant que décideur politique. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. À qui ai-je le nom et posez votre question. Je suis Et vous n'avez pas besoin de vous écouter dans le poste radio. Hein? Éteignez le poste radio, sinon ça fait des arsenals à l'antenne. Oui. Il n'y a pas de problème. Je suis collègue Ilavoki, comme je le disais tantôt. Je vous appelle depuis le quartier minière. Et j'ai suivi avec attention le grand dompteur de l'économie, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba. Et pratiquement, moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais à travers votre antenne, je peux le rassurer quelque chose. Puisque depuis la création de son nouveau parti PADES, avec ses interventions, nous, les jeunes de la minière, nous avons découvert la vérité sur ce pays. Et nous le remercions pour ça. Et j'ai appelé pour juste lui dire que tous les jeunes, les amis de la minière que moi je connais personnellement, et nous lui exprimons notre adhésion inconditionnelle à son parti parce que nous n'avons pas besoin d'un professeur en droit en Guinée maintenant pour résoudre le problème des Guinéens. Nous n'avons pas besoin d'un investisseur guinéen au Sénégal, en Gambie ou en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème guinéen. Nous avons besoin de quelqu'un qui a fait preuve de patriotisme, qui ne s'exprime pas mais qui s'applique. Nous avons besoin vous avez une question pour le docteur? Moi, je suis satisfait. Je vais juste lui poser une seule question qui nous inquiète aujourd'hui, nous les jeunes. Est-ce réellement quand le RPG Arc-en-Ciel lui retendra la main, il va révéler? C'est là notre inquiétude parce que nous ne voulons plus nous associer à des faux types qui sont en train de nous merci. Pas d'écart de langage à l'antenne. Voilà, votre question. Oui, allô? Allez-y. Non, il faut qu'il le réponde, ok? Allez-y. Oui, je le remercie de la confiance. Je pense que moi, je conçois la politique comme une force de proposition. Je ne conçois pas la politique comme des animosités entre les personnes. Donc, je prie tous les auditeurs d'éviter les écarts de langage à l'égard des autres politiciens qui aussi font leur effort pour développer la Guinée. Il faut le savoir. Il a posé une question, est-ce qu'on va revenir dans une fusion avec le RPG Arc-en-Ciel? Ma réponse c'est non. Je ne le pense pas du tout. Nous avons un parti politique avec les amis. D'abord, il faut dire qu'en tant que parti politique, la décision n'est pas seulement du ressort du président du parti. Il faut parler avec ses militants et ses structures. Mais à l'heure actuelle, ça n'apportera absolument rien à la Guinée. Voilà. Et voilà, je crois que la question de Kouli est répondue. Voilà. C'est un non catégorique. Absolument, mais ceci dit, il n'y a pas de raison de dispute personnelle entre moi et le chef de l'État. C'est un grand frère, c'est un chef de l'État. Nous pouvons avoir des relations personnelles correctes, même si nous avons des divergences en matière de politique économique. Voilà. L'émission s'appelle Quoi de neuf? Nous prenons cet autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elhaj Ba. Oui, monsieur Kader. Oui, comment allez-vous? Je vous écoute, Elhaj. Ça va, monsieur Kader. Bonjour, docteur Kaba. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kader. Oui. Docteur Kaba a beaucoup de choses pour l'économie, mais l'heure de Guinée est partie de 3 points. D'abord, le destin. Il fallait vivre le destin guinéen. De deux, l'erreur de la prescription avant de prendre l'indépendance. De deux, on a essayé, quand on a le bloc comme parti, au lieu de travailler, on s'est mis en santé avec l'énergie. Voilà pourquoi la Guinée a été. Le dirigeant d'alors s'occupait d'abord de construire le pouvoir. Il ne cherche pas à développer, il cherche d'abord à construire le pouvoir. Il ne cherche rien de construire au territoire de l'Union. Alors le Guinée étant insoumis, le pays a été détruit gouvernement et matériellement. Voilà pourquoi nous sommes pauvres aujourd'hui. L'économie ne va pas ça.
Il y a beaucoup de choses qui se cassent derrière, mais que je ne peux pas vous détailler à l'intérieur. Merci bien, Elhadj. Je ne sais pas si le docteur a bien écouté. Là, voilà, c'est pas tout. Voilà, c'était pas audible depuis qu'on a pris l'indépendance. Au lieu de s'occuper de l'essentiel, les gens se sont mis à danser. Donc aujourd'hui, par rapport à l'économie, voilà, comme vous êtes un grand économiste. Oui, mais le monde ne se ramène pas aussi qu'à l'économie. Je crois que nous avons intérêt à bien écouter M. Ba. Ce qu'il dit est aussi correct, mais c'est un effet simplement. Je pense que la Guinée a eu des conditions d'indépendance un peu difficile. Nous avions été isolés diplomatiquement, financièrement. En 1958, lorsque la Guinée était le pays pionnier pour l'indépendance à l'époque. Évidemment, ceci a eu pas mal d'impact. Et malheureusement, la pression était très forte. Le régime s'est réfugié dans le communisme, ce qui n'était pas son premier choix en réalité. Ce sont les circonstances. Et il y a eu beaucoup de dérives, il faut le reconnaître, et ça a été une expérience douloureuse pour le peuple de Guinée. Voilà ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas que ça. Ensuite, nous avons eu un libéralisme qui malheureusement n'a pas été encadré. C'était un libéralisme relativement sauvage avec beaucoup d'impunité. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas pour le peuple de Guinée. Voilà, c'est une longue histoire. Il faut que les Guinéens aient le courage de revisiter leur histoire. Aucune personne ne détient la vérité absolue en totalité. Nous faisons tous des lectures plus ou moins correctes. Mais si tous les Guinéens s'asseyent ensemble pour en débattre, peut-être que nous serons d'accord sur le diagnostic, sur l'origine du mal. Voilà. Et peut-être que nous pourrons en ce moment trouver de bonnes solutions. En ce qui nous concerne, nous prenons acte de là où nous sommes. Nous considérons que la Guinée est en retard économique par rapport aux pays voisins. La Guinée a des atouts qu'elle n'a pas pu valoriser. Et nous disons, voilà ce qu'on peut faire pour que demain aille mieux, puisque malheureusement, nous ne pouvons plus changer le passé. Voilà, je rappelle que nous sommes à la fin de l'émission Quoi de neuf, parce que votre temps ne vous permettait pas de passer dans Société Débat. Moi, je crois qu'après après la fête de Ramadan, nous aurons l'opportunité que vous veniez dans l'émission Société Débat, parce que avec vous, c'est une émission école en économie. Donc moi, je voudrais qu'on puisse élargir un peu le débat par rapport à notre économie, par rapport aux perspectives et par rapport à la vision même de votre parti, le PADES. Merci, Dr Ousmane Kaba, d'avoir répondu à notre appel. Merci. Voilà. Si je peux dire un dernier mot, ce serait de dire d'abord il faut que les Guinéens soient unis. L'unité nationale n'est pas un vain mot, ce n'est pas du tout un slogan. Même si on parle d'économie aujourd'hui, on ne peut pas faire marcher l'économie dans un pays divisé. Il faut que les Guinéens se rappellent que nous avons en commun la pauvreté et la misère, et que tous les Guinéens sont frères et sœurs, et que le vrai défi qui nous interpelle, c'est le défi du développement économique, pas le défi de la politique politicienne. Malheureusement, la politique est devenue un sport de haine, malheureusement, en Guinée. La politique partisane, où personne n'écoute plus l'autre. On ne regarde même pas les propositions des uns des autres, on s'insulte, on crie. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que le débat soit apaisé en Guinée. Et d'abord, il faut considérer que tous les Guinéens sont frères et sœurs. C'est très, très important. Parce qu'on ne peut pas mobiliser la jeunesse guinéenne si on est divisé. Voilà le message que je lance. Il faut que nous sachions que notre vrai défi aujourd'hui, c'est le développement économique. Regardez la ville de Conakry, comment elle est sale. C'est inacceptable. Nous avons des moyens, nous avons des propositions pour nettoyer cette ville en créant des milliers d'emplois. Et si, avec votre permission, juste une minute pour le dire, 30 secondes maintenant. Comment on peut, par exemple, nettoyer la ville de Conakry? C'est très simple. Il faut diviser en différents quartiers. Chaque quartier susciter la création d'une PME de jeunes Guinéens. Je dis bien une entreprise. Il faut que les jeunes gagnent de l'argent si on veut que le travail soit périn. Le nettoyage n'est pas une affaire de gendarmes, de militaires ou de maires ou d'ONG. C'est un travail qui doit être rémunéré. Donc il faut diviser en quartier. Chaque quartier est donné à une PME de jeunes qui va embaucher des dizaines de jeunes travailleurs. L'État doit les aider avec les camions, les moyens de transport. Et l'État s'occupe du dépotoir central, aménager le dépotoir central. Parallèlement, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent
changer les ordures en électricité, ils seront les bienvenus. Il y en a qui veulent changer en plastique, ils seront les bienvenus. Il y en a qui veulent faire de l'engrais avec, ils seront les bienvenus. Voilà comment on peut organiser et nettoyer la ville. Très bonne idée. Et ça permet en même temps de créer des milliers d'emplois. Tout à fait. Voilà une proposition très simple. Nous aurons le temps de développer ça dans une émission. Merci, Dr Kaba. Merci à tous les auditeurs qui voulaient participer à cette émission, mais le temps ne nous a pas permis. Vous pourrez tout de même revenir sur le sujet dans l'antenne libre avec Pierre Collier. Merci à Mohamed Toupou et surtout une excellente journée. Au revoir.